Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la poursuite de Carles Puigdemont, le président déchu de Catalogne s'est réfugié en Belgique, mais il est pour l'instant invisible. Les autres titres. Donald Trump et les liaisons dangereuses avec la Russie. 3 ex-conseillers du président poursuivis par un procureur implacable. Tension à la Maison-Blanche. Également dans l'actualité, la grippe et le forcing des autorités sanitaires. Il faut vous vacciner. Nous irons dans le Rhône. L'Assemblée nationale qui veut bouleverser son fonctionnement interne, casser les codes encore et toujours, disent les députés En Marche. Ce sera l'enquête du 8h. Et puis, atelier citrouille, c'est la fête d'Halloween ce soir. Le récit exclusif de ses années à l'Élysée, Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande, sera notre invité à 8h15. Rares sont ceux qui peuvent prétendre l'avoir vu en vrai depuis qu'il a discrètement quitté la Catalogne. Carles Puigdemont est en Belgique ce matin et c'est à peu près tout ce que l'on sait. Nous sommes en ligne avec Lionel Gougelot, notre envoyé spécial à Bruxelles. Soyons clairs Lionel, ça fait 24 heures que vous courez après le président déchu et vous ne l'avez toujours pas vu. Non, et ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché avec tous les journalistes espagnols lancés hier dans un véritable jeu de piste dans les rues de la capitale belge. On disait Puigdemont présent à la représentation catalane de Bruxelles, puis au siège du Parti nationaliste flamand, enfin au siège de l'Alliance régionaliste européenne. Eh bien en fait rien de tout ça. Comme s'il était entré en clandestinité, Puigdemont est resté complètement invisible et les portables éteints dans son entourage. Les 5 ministres qui l'accompagnent dans sa fuite. Malgré cela, eh bien il y a 2 signes de la présence de Carles Puigdemont en Belgique. D'abord, le tweet d'un assistant parlementaire européen indiquant avoir dîné hier soir en compagnie du leader catalan. Et puis surtout, cette déclaration d'un avocat belge spécialiste du droit international qui affirmait hier soir avoir été contacté pour défendre les intérêts de Puigdemont. Mais il veut quoi aujourd'hui ? Il veut demander l'asile à la Belgique ? Eh bien, c'est ce qu'on peut supposer depuis qu'un des ministres nationalistes flamands du gouvernement belge a évoqué cette éventualité ce week-end, ce qui d'ailleurs a provoqué quelques tiraillements dans la classe politique. Mais l'hypothèse d'un asile politique est assez peu crédible, il faut bien le dire. Il faudrait pour cela que Puigdemont soit l'objet de persécutions dans son pays, ce qui est loin d'être démontré. En outre, rien n'empêche la justice belge d'extrader le président déchu sur demande de l'Espagne. Alors on en saura peut-être un peu plus aujourd'hui, puisque selon certaines sources à Barcelone, Puigdemont doit prendre la parole publiquement ici à la mi-journée. Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles. Et alors que Madrid annonce le dépôt d'une plainte pour rébellion, les Catalans s'interrogent. Et si Carles Puigdemont avait fui pour mieux organiser la résistance ? Reportage dans son fief indépendantiste à Gérone avec Maud Descamps. Dans les cafés de la place de Catalunya, dans le centre de Gérone, l'exil de Carles Puigdemont est sur toutes les lèvres. Ici, personne ne s'attendait à ce qu'il quitte la Catalogne. Samedi, il se promenait dans les rues de Gérone. Les gens le saluaient, tout avait l'air normal. Et pourtant, le président déchu a choisi de se rendre en Belgique accompagné de membres de son gouvernement. Pour Andreu, ce départ n'a rien d'une fuite. Il soutient la décision de Carles Puigdemont comme une grande partie des habitants de Gérone. Depuis une cellule, Puigdemont ne pourrait pas diriger son pays. Là, il peut le faire. En exil, le gouvernement catalan peut continuer à fonctionner. C'est un très bon choix stratégique qu'il a fait. Le parti indépendantiste de Carles Puigdemont a annoncé hier qu'il participerait aux élections régionales du 21 décembre prochain. Mais le sujet divise ici à Gérone. Manse, qui soutient le parti indépendantiste d'extrême gauche, n'ira pas voter. C'est à mon président d'organiser ces élections du 21 décembre. Parce que là, c'est Madrid qui les réclame. Mais c'est aux institutions catalanes élues démocratiquement de prendre cette décision. S'il rentre en Catalogne, Carles Puigdemont pourrait être poursuivi pour rébellion. Il risquerait jusqu'à 30 ans de prison. À Gérone, Maud Descamps, Europe 1. Et puis ils sont tombés il y a une demi-heure, les chiffres de la croissance, plus 0,5% au 3e trimestre, plutôt solide et conforme aux attentes, disent les experts. L'actualité, c'est aussi l'enquête russe qui fait peur à la Maison-Blanche. 3 ex-conseillers de Donald Trump sont poursuivis par le redouté procureur Robert Mueller. Il a retenu 12 chefs d'accusation, dont complot contre les États-Unis, blanchiment et fausses déclarations. Toute la question maintenant est de savoir si l'équipe de Donald Trump était en lien avec Moscou au moment de la campagne pour influencer les électeurs. Pas de collusion, se défend le président dans un énième tweet en capitale et avec point d'exclamation comme toujours. N'empêche, c'est un nouveau coup dur pour Donald Trump. Écoutez le spécialiste des États-Unis, Simon Serfati. Oui, ça l'affaiblit dans la mesure où cela confirme que l'enquête du procureur général se poursuit rapidement et s'infiltre de plus près
du côté de ceux qui ont entouré le président durant et depuis la campagne. Il y a une possibilité de crise constitutionnelle. Il risque de précipiter les choses en essayant de limoger le procureur général. Il risque d'être bloqué entre-temps dans son action législative, dans ses initiatives du côté de la politique étrangère. Remarquez que cette semaine, il comptait se pencher surtout sur la réforme fiscale et sur son déplacement en Asie. Donc, en fait, en toute franchise, il joue sa présidence. Simon Serfati, joint par Jehan Bergaoui. Puis, toujours aux États-Unis, la fin annoncée d'une série culte, House of Cards. Il n'y aura pas de 7e saison, annonce hier du géant Netflix. Elle tombe après des accusations de harcèlement sexuel contre sa star, Kevin Spacey. L'acteur a présenté ses excuses. Les faits remontent à 86. Netflix se dit profondément troublé. Europe 1, il est 8h06. En France, elle avait fait près de 15 000 morts l'an passé. La grippe, une fois encore, les autorités sanitaires militent pour plus de vaccination. Le taux n'est que de 47%, moins d'un Français sur deux. D'où cette nouvelle campagne. Vous allez peut-être recevoir un mail ou un coup de fil dans les prochains jours. Exemple dans le Rhône avec notre correspondant Jean-Luc Boujon. Dans le Rhône, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. En clair, de s'adresser directement à ces personnes âgées qui passent au travers de la vaccination. Première catégorie de personnes, les 65-69 ans, c'est-à-dire les jeunes seniors. Ceux-là, ils sont seulement 35% à se faire vacciner. Peut-être parce qu'ils sont actifs, se sentent encore très jeunes et donc pas concernés. Eux vont recevoir directement un mail de leur caisse de retraite les invitant à se faire vacciner. Et puis il y a les 70-85 ans qui n'ont jamais eu de vaccin contre la grippe. L'assurance maladie va tout simplement les appeler, explique Anne-Marie Valucci, directrice de la CPAM du Rhône. Effectivement, nous avons une plateforme téléphonique qui donc appelle les personnes de 70 ans et plus, dont nous avons l'information dans nos fichiers assurance maladie qu'elles ne se sont jamais fait vacciner. Donc nous les appelons pour les convaincre de l'intérêt de la vaccination. Alors, c'est la première fois que nous faisons des appels téléphoniques en direction de cette population. Donc on leur rappelle effectivement que la grippe est quelque chose de redoutable pour les amener à se faire vacciner. Autre dispositif original, l'assurance maladie va s'allier avec une centaine de boulangeries du Rhône pour distribuer 100 000 sacs à baguettes, invitant les gens à se faire vacciner. Et cela dans les 33 communes qui ont le taux de vaccination le plus faible du département. Jean-Luc Boujon, un cadavre calciné retrouvé hier soir en Haute-Saône. Une autopsie aura lieu jeudi pour dire s'il s'agit bien du corps d'Alexia, la jeune femme portée disparue. Elle était partie faire son jogging. Une enquête est ouverte pour assassinat. Il est 8h09. Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas, c'est aujourd'hui que les députés votent le projet de budget de la sécurité sociale. Et ce sera une large majorité, celle des députés En Marche. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos, vous nous dites ce matin que ce projet de loi va profondément changer la vie des Français. Oui, entre la hausse programmée du paquet de cigarettes à 10 €, la suppression du RSI pour des millions d'indépendants, l'entrée en vigueur de 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Tout cela, ce sont des mesures très concrètes qui vont en effet bouleverser notre quotidien, bien plus que la réforme du Code du travail ou celle de l'impôt sur la fortune, qui ont pourtant mobilisé tous les débats ces dernières semaines. Mais surtout, le plus spectaculaire, ce sera la baisse des cotisations salariales compensée par la hausse de la CSG. Alors justement, ces deux mesures, Daniel, elles auront quel impact ? Eh bien, elles concerneront tout de même 20 millions de Français qui verront tout simplement leur pouvoir d'achat augmenter de 1,5% sur une année. C'est comme si une entreprise décidait l'an prochain d'accroître ses salaires dans la même proportion. Donc, il y aura beaucoup de gagnants dans cette réforme. Mais ce qui est curieux, Jean-Philippe, c'est que le gouvernement a surtout communiqué sur les perdants, notamment les retraités et les fonctionnaires qui seront beaucoup moins nombreux à souffrir de cette réforme que ceux qui vont en profiter. On ne peut pas dire que sur ce point, sa communication ait été très efficace. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. On va rester à l'Assemblée nationale avec de nouveaux députés qui veulent profondément modifier le fonctionnement du Palais Bourbon. Le changement, c'est maintenant, et c'est l'enquête du 8h. Bonjour William Galibert. Bonjour. Quand on dit que l'Assemblée est en train de tout remettre sur la table, c'est vraiment tout. Tout, et même un peu plus que tout. Ça va de l'arrivée des légumes bio pour la buvette des députés à l'isolation des fenêtres dans leurs bureaux. Ça va du statut des assistants parlementaires jusqu'au changement des règles du vote de la loi. Des groupes de travail ont été formés avec des tables rondes dont les titres laissent parfois un peu songeurs. Nous avons parlé d'une assemblée sans papier, la dématérialisation des procédures législatives et des processus administratifs. Voilà, tout un programme. L'idée, c'est de dépoussiérer les règles et les usages en vigueur à l'Assemblée. On doit casser les codes.
on a été élus pour ça, nous martèlent les députés En Marche. J'ai l'impression qu'il y a un vocabulaire très macronien ici. Efficacité, rationalité, répète François de Rugy, le patron de l'Assemblée. Et ça rappelle effectivement furieusement ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Une manière d'importer les recettes et la culture de l'entreprise dans la vie politique. Il veut limiter le nombre d'amendements et les navettes avec le Sénat, débattre et voter certains textes directement en commission, ne pas transformer l'hémicycle en mauvais théâtre pour députés en mal de notoriété, faire vite et mieux, résume François de Rugy. Faire vite et mal, lui répond le républicain Daniel Fasquelle. Malheureusement, ce que nous propose monsieur de Rugy, c'est de bâcler notre travail pour essayer d'avaler le maximum de textes, mais à la fin, les Français auront encore plus de lois et encore plus mal écrites, avec tous les problèmes que cela pose concrètement sur le terrain. Bon, William, est-ce que c'est ça le fameux choc entre l'ancien monde et le nouveau ? Oui, mais alors les historiques comme le républicain Claude Goasguen, 20 ans d'Assemblée, pensent que leurs collègues En Marche vont bien finir par réfréner cet appétit de changement. Mais j'ai le sentiment que ça se calme un peu et que les députés En Marche, notamment, sont confrontés à la dure réalité de la pratique quotidienne. Et puis ces décisions qui vont être prises seront étalées jusqu'en 2022. On reste dans ce cadre très cossu, très feutré de l'Assemblée nationale. Il y aura une révolution au Palais Bourbon, mais ce sera forcément une révolution de velours. L'enquête du 8h signée ce matin, William Galibert. Ce sera une première pour un président français. Emmanuel Macron attendu devant la Cour européenne des droits de l'homme. Discours à Strasbourg pour défendre sa loi antiterroriste. Elle prend le relais cette semaine après 2 années d'état d'urgence. Et puis vous allez peut-être voir des citrouilles allumées aux fenêtres ce soir, c'est la fête d'Halloween. Trick or treat, des bonbons ou un mauvais sort, c'est le mot de passe pour les enfants et c'est le grand rush, vous allez voir à la ferme de Galy dans les Yvelines, des centaines de citrouilles vendues chaque jour. C'est un reportage de Caroline Philippe. Raphaël se penche au-dessus d'un grand bac en bois. À l'intérieur, des dizaines de citrouilles de toutes les tailles et de toutes les formes. Première étape pour le petit garçon, accompagné de son frère et de sa mère, trouver la perle rare. Comment elle est celle-là? Elle est un peu tordue. On va choisir là une belle citrouille mais bien ronde. C'est là que tu veux? À te juger. Maintenant, il faut évider la citrouille. Le plus efficace, c'est d'y mettre les mains. C'est très très désagréable. C'est froid, c'est un peu dégoûtant. Et donc il faut tout vider, bien racler. Les enfants dessinent les yeux, le nez, la bouche. Mais c'est Marine, l'animatrice, qui se charge de la découpe de ces citrouilles cultivées spécialement pour Halloween. Ce sont des citrouilles décoratives, donc elles ne sont pas comestibles. Si vous les mangez, vous ne tomberez pas malade, c'est juste que gustativement parlant, c'est pas bon. Cette année, ce sont des citrouilles qui sont assez faciles à découper. Résultat satisfaisant pour les 2 garçons, reste un détail. Ça rend super bien. Elle est très terrifiante, ça fait peur. Maintenant, il reste à mettre une bougie et puis elle sera mise devant la maison pour faire peur aux gens. Raphaël a lui aussi prévu de faire peur. Ce soir, il enfilera son costume de zombie pour quémander des bonbons à ses voisins. Un reportage signé Caroline Pupkin-Philippe. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal sur Europe. Europe.